N'ayez pas peur, ce ne sera pas retenu contre vous. Bonsoir. En fait, j'ai une question très simple. Je veux juste savoir quel est le nom, j'ai pas retenu, du site dont vous avez parlé, où il y a les complaintes, etc. etc. Oui, c'est le site Criminocorpus. C'est un site d'universitaires et d'autres aussi travaillant sur les questions, avec y compris par exemple des expositions virtuelles sur tel ou tel sujet. Voilà, merci. Et qui est alimenté régulièrement, et en particulier si vous vous intéressez à ce qui a fait l'objet aussi de notre présence ce soir, ces chansons, ce répertoire sur le crime et sur les faits divers, vous les avez sur toute la France et régulièrement enrichis, donc vous tapez sur telle ou telle ville, et c'est comme ça que j'ai trouvé aussi tout ce qui a un rapport avec les faits divers lyonnais, mais vous l'avez sur toute la France. Oui. Je voudrais vous remercier tous les quatre pour ce spectacle inédit et qui conforte cette idée de mêler l'art et la science. Moi, j'ai lu les ouvrages de Michel. Une question m'interroge, c'est pourquoi cette fascination de la foule depuis tous les temps? Quand tu dis qu'il y a 1 million de lecteurs pour Détective, comment on explique ça? Peut-être sans doute un peu comme je le disais au début, on a affaire à l'homme stricto sensu. Pourquoi les spectacles aussi du cirque, etc. Je pense que ça a à voir avec tout ce qui est constitutif de l'homme. C'est pour ça que je parlais du sang, des larmes, du sperme, etc. De tout ce qui sont ces fluides, cette constitution qui, dès qu'elle est atteinte, décrite, rechantée, etc., triturée par les médias ou entonnée de ci, de là par les chansons distribuées ou par le roman, on est j'allais dire, je voudrais, c'est peut-être un peu simple, mais depuis Abel et Caïn, ça dure. Donc toute société est confrontée au crime. Elle ne donne pas tout le temps. Les sociétés, les cultures, les civilisations ne donnent pas tout le temps les mêmes réponses. Nos réponses de la justice, telle qu'elle existe ou telle qu'elle fait progrès quand même. Parce que là, j'ai tenté de montrer la longue durée de tout ça. Il faut quand même reconnaître qu'un certain nombre de progrès ont été faits depuis que Cartouche était roué sur une place publique ou ce qu'on a vu des exécutions capitales en France. On peut s'interroger aujourd'hui sur la démocratie d'opinion, mais nous sommes quand même avec un certain nombre de progrès qui ont été faits. La fascination est là, les appels au meurtre ou au sang de l'opinion publique sont toujours présents. Je pense que si lorsqu'on a interrogé au moment de l'affaire Soleil-Lent les Français, il y a eu une grande enquête avec 400 000 réponses. Et les réponses de l'opinion publique, dans, je ne sais pas si c'était le Petit Journal ou le Petit Parisien, je ne sais plus, donnaient comme résultat, il y a eu 400 000 réponses par lettre, hein, ce n'est pas un clic sur Internet. Donc il y a 400 000 lecteurs qui ont dit qu'il faut vraiment lui couper la tête à Soleil-Lent à 74%. Et on sait très bien que les enquêtes qui avaient été faites avant 1981 donnaient autour de 60 Français partisans de la peine de mort. Donc tout ça continue à être présent. Mais heureusement, un certain nombre de progrès ont quand même été faits. Je pense aussi que, si je peux me permettre, pour y avoir passé, là, pour travailler les chansons, cette identification par laquelle je suis passée pour interpréter Jean Genet ou même Labelle, c'est notre travail, c'est d'essayer de s'identifier avec la situation d'un criminel, dans ce cas précis-là. Et je pense que peut-être ça nous concerne tous quelque part. Qu'est-ce qui arrive si je fais ça? On va me priver de ma liberté. Et donc, c'est quand même celle-ci qu'on
qu'on choisit le plus possible notre liberté. Donc peut-être en regardant, en étant fasciné par ça, on s'identifie un tout petit peu avec ce criminel. Voilà pourquoi je pense qu'on est fasciné par... Oui, puis je pense que qui d'entre nous, sauf à être gravement malade, n'a pas eu d'envie de meurtre ? Quelquefois. Tu peux. Non, mais je pense que bon, ça va, on se retient. Mais voilà, je pense qu'on est dans l'idée. Pour ça, je parlais de l'homme, de la femme, bien sûr, enfin de l'homme, de l'humanité. On est vraiment constitutif de nous-mêmes. Et on s'identifie. Alors c'est vrai, je rejoins ce que dit Anna, on s'identifie facilement. On s'identifie facilement à un jeune mineur à Belle-Île, on s'identifie à quelqu'un qui fait ses derniers pas vers l'échafaud, et on s'identifie aussi aux victimes. C'est en ça que c'est quelque chose d'absolument fascinant. Je prolonge, est-ce que le développement actuellement de tout ce qui est réseaux sociaux risque de faire évoluer la relation entre le crime, la justice, les responsables politiques, les médias? Je ne sais pas si les réseaux... Pour moi, les réseaux sociaux, c'est ce qui continue les auditeurs des chansons dont on parlait. Je pense qu'il est encore un peu tôt pour savoir si nous rentrons vraiment dans quelque chose de nouveau. Ce qui, pour moi, avait été nouveau, c'est pour ça que j'avais montré à un moment la diapositive, c'est l'initiative de Robert Hossein de convier 4000 personnes à voter en reconstituant un procès. D'une certaine façon, ça me terrorise plus que finalement le flux des réseaux sociaux, des rumeurs, etc. Bon, ça c'est une évolution qui existait déjà avec les lettres anonymes. Et Dieu sait s'il y en a eu. Donc je ne suis pas complètement certain que ça modifie profondément les choses. On est sur quelque chose de tellement lent et tellement profond que peut-être les réseaux sociaux ne font que modifier à la marge des choses, à condition qu'on évite des initiatives comme celle de ces procès où on demande à 4000 personnes de voter. Ça franchement, là, on est... Qu'un anonyme raconte n'importe quoi sur un réseau, on finit tellement par s'habituer que l'excès rend les choses insignifiantes. Ok, oui. Que pensez-vous du rôle d'un chroniqueur judiciaire entre la justice telle qu'elle est rendue et l'assassin, le criminel tel qu'il subjugue l'opinion et qu'il fait. Enfin, voilà. Est-ce qu'un chroniqueur judiciaire peut avoir un rôle? Sur les chroniqueurs judiciaires. Oui. Oui, je ne l'ai pas abordé. Je pense qu'il ne reste plus beaucoup de chroniqueurs judiciaires comme on a pu le connaître à l'époque de la grande presse. Donc, bon, des noms comme Frédéric Potcher ou quelques autres que certains ou certaines ont pu connaître, il n'y a plus de voix de ce type. La plupart du temps... Alors, dans ce que vous dites, il peut y avoir le fait que très souvent la chronique judiciaire est tenue aujourd'hui par parfois de jeunes journalistes, pour ne pas dire des stagiaires, qui n'ont aucun approfondissement historique, ni parfois du procès, ni parfois de la culture du terreau de ce qui se passe. En tout cas, le chroniqueur, il ne joue pas normalement sur le juré. Ce sont quand même les jurés aujourd'hui qui vont prendre un certain nombre de décisions, portées ou pas par l'opinion publique, mais nous savons aussi comment les jurés, on l'a vu récemment dans ce qui s'est passé dans les jours qui viennent de se passer, peuvent aller contre une idée de l'opinion publique. Pour une histoire que je connais bien, je reviens juste 2 secondes sur l'affaire Seznec. Personne n'aurait imaginé
en 2006 que la Cour criminelle de la Chambre de cassation ne décide pas de l'innocence du grand-père. C'était en plus, pour le ministère de la Justice français, une manière de montrer que la justice pouvait, puisque l'opinion publique à 95% avait décidé que le grand-père était innocent, je prends de l'inverse, là, un cas de... Et les 34 magistrats qui ont travaillé le sujet à la Cour criminelle de la Chambre de cassation ont décidé, à la très grande majorité, qu'il n'y avait pas lieu, vu les charges retenues en 1923, pour rouvrir le procès. Alors que l'avocat général représentant le parquet et représentant le ministère avait, je dis bien l'avocat général, avait expliqué et démontré qu'on avait affaire à un cas d'innocence. Donc, vous voyez, tout est parfois à contre-pied. Et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, l'opinion publique, on aurait pu parler de l'affaire Sauvage, par exemple. Je ne parle même pas de l'affaire Tron, mais de l'affaire Sauvage, où on se rend compte finalement que c'est peut-être un peu plus compliqué que ce que l'opinion publique a cru à un moment. Donc là, ce n'est pas obligatoirement les chroniqueurs. Peut-être que des chroniqueurs judiciaires auraient pu dire ça, que cette affaire-là et les 2 procès en cour d'assises, les choses sont peut-être un peu plus compliquées qu'on ne le croit. Je ne pense plus que les chroniqueurs judiciaires jouent un grand rôle. D'abord, il n'y a plus de grands noms, il n'y a plus de grands médias qui les emportent sur les autres. Alors là, on retrouverait... C'est pour ça qu'à un moment, même si j'ai montré rapidement, c'est les chaînes en continu. Je ne sais pas si vous connaissez le chroniqueur judiciaire de BFM TV, mais je ne le connais pas. Donc je crains... C'était bien les chroniqueurs judiciaires, parce qu'on a fait affaire à des gens, soit qu'ils en parlaient à la radio, ou pour certains à la télévision, ou dans la presse, qui travaillaient vraiment et qui étaient spécialisés et qui pouvaient, avec la plupart du temps, une grande honnêteté, je ne parle pas d'objectivité, ça n'existe pas, mais une grande honnêteté, rapporter les faits. Mais je ne suis pas certain que, pour des époques plus récentes, ou en tout cas aujourd'hui, ça joue un grand rôle. Oui. Je voulais juste faire une réflexion. Vous avez parlé du spectacle de Robert Hossein, qui a fait beaucoup de spectacles, qui a repris beaucoup de faits historiques en faisant de nouveaux procès. Mais il y a eu récemment des cas à la télévision, à des heures de grand public, sur des émissions qui ne sont pas forcément des émissions sur l'histoire ou sur les procès, où on refaisait des procès. Et il y a tous les soirs, vous en avez montré un échantillon, à la télévision, une reprise de tous les anciens procès, alors jugés, non jugés, avec coupables, non coupables. Alors je me demande si la fascination du public, elle n'est pas plutôt portée aussi par les médias pour faire de l'audience, plutôt qu'une curiosité naturelle du public. Alors c'est une java un peu compliquée, là, c'est un tango. Là, je crois que si nous avons, c'est pour ça que j'ai voulu conclure aussi sur les programmes télévisés, parce que à l'occasion, regardez le programme de la semaine ou sur les 15 jours, vous n'avez pas un soir où vous n'avez pas 2 ou 3 émissions en rapport avec le crime. Si le public, est-ce que sont les médias, c'est l'œuf et la poule, hein, moi je ne saurais pas dire, hein, tu veux du crime, ben on va te donner du crime. Alors il y a des émissions qui marchent plus ou moins, donc on les abandonne, mais c'est immédiatement remplacé par une autre. Je ne crois pas que l'opinion publique dans ce cas soit façonnée spécialement par la télévision. C'est un jeu d'offres et de demandes. Sinon on retombe sur Bourdieu, quoi, le fait divers qui fait diversion. Je suis pas très certain. On repart sur la fascination d'origine dont on parlait au début, quoi. On revient sur Abel et Caïn. Voilà, on a le temps pour une question encore. Oui. Là-bas, j'ai... Voilà, oui, je vois... Alors, j'ai 2 questions, mais très brèves. Au XXe siècle, la guillotine, est-ce qu'il y en avait une en France ou il y en avait dans plusieurs villes? Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, au XXe siècle, il y a eu combien de condamnés à mort? Tout le monde, combien de personnes guillotinées? Voilà.
D'abord, en réponse à la deuxième question, le chiffre total, je ne l'ai pas en tête, mais par année, ça ne dépassait pas la vingtaine, par exemple. C'est peu d'exécution capitale. Là, alors, je pourrais vous répondre plus précisément, par exemple, au bagne. Vous aviez des années entières, parce que j'ai travaillé là très précisément la question, en Guyane, vous aviez des années entières où vous n'aviez aucune exécution capitale. Donc ça donne une idée aussi dans la société française. La meilleure preuve, pourrait-on dire, et ça rejoint votre première question, il n'y avait... alors sous la Révolution c'était différent, mais à partir de la Restauration et du Second Empire, et pendant la Troisième République, vous n'avez qu'une seule guillotine en France. Donc elle circule, c'est ce qu'on appelle les bois de justice, elle circule en wagons. Je vais prendre un exemple contemporain. Quand on a exécuté Ravachol à Montbrison, il n'y a pas très loin d'ici, c'est le wagon ou la voiture, plus tard par exemple. Je prends le dédicataire du poème de Jean Genet, qui est un jeune garçon qui est guillotiné à Saint-Brieuc en 1939. Et là, je crois que c'est une voiture spéciale qui amène la guillotine. Donc en fait, ce sont les professionnels, on sait que c'est un bourreau professionnel et ses aides qui a l'habitude de monter ce qu'on appelle les bois de justice et de l'installer. À un moment, on ne le voyait pas, par exemple, sur l'une des cartes postales que j'ai montrées devant la Roquette, vous aviez 4 pavés particulièrement bien agencés qui permettaient de supporter le poids de la guillotine en question. Donc, pour répondre à votre question, il n'y en avait qu'une sur la Troisième République et Quatrième République qui va circuler à travers toute la France, quoi. Et qui va, comme je le disais, et là aussi c'est une sorte de progrès, on va passer de l'exécution publique à l'intérieur des prisons. Enfin, il y a un très beau livre, petit livre de quelqu'un qui est plus connu pour son travail en histoire de l'art, qui est Daniel Arras, qui a fait un livre qui s'appelle La guillotine ou l'imaginaire de la terreur, et qui est très très stimulant sur cette problématique, y compris dans l'analyse symbolique de la guillotine, qui est composée d'un rectangle, d'un triangle et d'un cercle. D'où sa force. Sa force. Et pour en terminer avec votre question, et qui rejoint l'opinion publique, qui rejoint les médias et qui rejoint l'hebdomadaire Détective. Je crois que c'était en 1935, Détective va faire une grande enquête auprès de ses lecteurs pour les faire voter sur 5 possibilités en lien avec la peine de mort. La guillotine, la chaise électrique, le garrot, la pendaison, et il m'en manque une 5e, mais on s'en fout, c'est pas très grave. Et en tout cas, les lecteurs vont voter. Qu'est-ce qui est mieux d'utiliser? Mais par milliers de lettres. Donc il n'y a pas très longtemps, et ils vont répondre que non, ce qu'on a inventé en France avec la guillotine, c'est quand même ce qu'on fait de mieux sur le marché de la peine de mort. Très bien. Bien, écoutez, moi je suis le gardien du temps. Donc on va devoir en rester là. Voilà, merci, et merci à Anna et à Serge.